Les mains de la vétérinaire s'arrêtèrent net au milieu de l'examen, son stéthoscope devenant silencieux contre la cage thoracique haletante du berger allemand. Rex était resté immobile, figé face au fleuve Columbia sans bouger depuis exactement 72 heures. 3 jours sans manger, sans boire, sans chercher abri, contre la pluie glaciale d'octobre qui trempait son épais pelage jusque aux os. Ce qui aurait dû être un simple cas de détresse animale s'avérait être quelque chose de bien plus terrifiant. L'inspecteur Mark Reynolds recula d'un pas, son talkie-walkie tombant dans l'herbe humide alors que son regard se fixait sur ce qui flottait dans les eaux, troubles, à 15 pieds à peine de l'endroit où le chien montait sa garde. Derrière lui, le personnel de la maison de retraite retint un cri, certains plaquant une main sur leur bouche, d'autres se crispant contre leur déambulateur. Madame Henderson en lâcha même son cadre de marche qui résonna contre le béton de l'allée. Plus haut, collé contre la vitre, une silhouette frêle observait la scène avec une intensité glaçante. Margaret Doyle, 72 ans, appuya son visage marqué par le temps contre le carreau froid de la résidence Silver Pine, une communauté de retraités qui surplombait la rivière. Ses instincts d'ancienne infirmière médico-légale hurlaient ce que tout le monde refusait encore d'admettre. 3 jours plus tôt, elle avait vu la petite Lily Reynolds, 8 ans, sautiller gaiement le long de ce même chemin, Rex bondissant à ses côtés, la queue battant joyeusement l'air. « Faites rentrer tout le monde immédiatement !» cria Mark dans sa radio, sa voix se brisant sous le poids de la panique. Mais une question terrible flottait dans son esprit. Comment évacuer tout un établissement rempli de personnes âgées alors que la seule personne qu'il cherchait à sauver pouvait bien être la clé de la survie de chacun d'entre eux? Laissez un petit j'aime et partagez vos impressions dans les commentaires en précisant la ville d'où vous nous regardez. Maintenant, reprenons l'histoire. La brume matinale s'accrochait à la surface du fleuve Columbia comme un linceul. Margaret Doyle, ses mains tordues par l'arthrite serrant les accoudoirs de son fauteuil roulant, s'approcha des immenses baies vitrées du salon commun. Ses yeux d'un bleu perçant avaient vu plus d'horreur que la plupart des gens ne pourraient supporter en une vie entière. 47 années passées dans les services médico-légaux de Portland lui avaient appris à lire la mort comme d'autres lisent les journaux. Pourtant, rien ne l'avait préparé au spectacle de Rex, ce berger allemand massif qui était devenu la mascotte officieuse de la résidence, debout dans la pluie et le vent, planté comme un soldat de pierre face au flot depuis 3 jours consécutifs. « Il n'a pas bougé, pas vrai ?» murmura Dorothy Chang, assise dans le fauteuil roulant voisin, ses doigts noueux serrant un gobelet de café refroidi. Autour d'elle, une vingtaine de résidents chuchotaient, tous rassemblés contre les vitres, hypnotisés par la scène. Margaret secoua doucement la tête, ses cheveux argentés captant la lumière blafarde du matin. 3 ans plus tôt, elle avait vendu sa maison pour payer les traitements contre le cancer de son défunt mari Herbert. Elle avait troqué une vie entière de souvenirs contre une chambre impersonnelle dans ce lieu qu'on vantait comme un établissement haut de gamme pour retraités. Aux yeux des autres pensionnaires, Margaret n'était qu'une veuve discrète qui parlait peu. Mais sous la surface, elle portait le poids de décennies passées à examiner des scènes de crime, à déchiffrer des indices, à témoigner dans des procès qui avaient envoyé des tueurs derrière les barreaux. Malgré son âge, son esprit restait aiguisé comme un scalpel. Dehors, le grondement d'un moteur fit battre son cœur plus vite. Elle reconnut tout de suite la silhouette de Mark Reynolds sortant de son véhicule de police, ses épaules affaissées par le désespoir, ses mains tremblantes alors qu'il claquait la portière. Elle avait déjà vu cette posture, c'était celle de père qui avait perdu un enfant. Mark avait 45 ans, divorcé, et cherchait sa fille Lily depuis 3 longs jours. La fillette venait la voir chaque mardi, l'appelant « Mamie Margaret », comme si elles avaient du sang en commun. Elle s'était faufilée dans le cœur solitaire de l'ancienne infirmière, comme une bouffée d'air chaud au milieu d'un hiver interminable. Quelques minutes plus tard, un autre véhicule arriva en cahotant sur le chemin de gravier. La camionnette d'une vétérinaire. Dr Caroline Hayes, 38 ans, sortit précipitamment, les traits tirés mais déterminés. Elle portait en elle ses propres blessures, veuve depuis 2 ans après un accident de voiture, mère célibataire élevant seule son fils tout en maintenant son cabinet vétérinaire à flot. Caroline connaissait Rex depuis qu'il avait été placé ici comme chien de thérapie, entraîné pour réconforter les résidents qui se sentaient oubliés par le monde extérieur. Margaret les observa approcher du chien. Leur démarche était prudente, respectueuse, comme si eux aussi pressentaient que ce qui se jouait là dépassait un simple mystère. Le pelage de Rex était plaqué par la pluie,
ses yeux sombres fixés sur un point précis du courant, comme hypnotisé. Sa posture n'était pas celle d'un animal perdu ou désorienté. C'était autre chose, c'était de la concentration. Quelque chose ne tourne pas rond, murmura Margaret, son instinct professionnel se réveillant comme une bête qu'on croyait endormie. Marc avançait sur le gravier détrempé, chaque pas lourd d'angoisse. 72 heures depuis la disparition de Lily. 3 jours de silence, de fausses pistes, et désormais ce chien figé au bord du fleuve. Les paroles acides de son ex-femme résonnaient encore dans sa tête. Voilà exactement pourquoi je ne voulais pas qu'elle aille là-bas. Ces vieux ne peuvent pas surveiller une enfant correctement. Mais Rex ne bougeait toujours pas. Pas un regard pour son maître, pas un geste, seulement ses oreilles dressées et ses yeux vissés sur les flots. En 15 ans de carrière, Marc avait vu de nombreux chiens de recherche. Aucun n'avait montré un tel degré de vigilance aussi longtemps. « Doucement, mon grand » murmura-t-il, son toki à la main. « Ici, inspecteur Reynolds, j'ai besoin de renforts immédiats au Silver Pines Retirement Home. Nous pourrions avoir trouvé un indice lié à la disparition de Lily Reynolds. » Dr. Ace le rejoignit en trottinant, sa sacoche claquant contre sa hanche. Son visage, constellé de taches de rousseur, était crispé d'inquiétude. Elle avait soigné assez d'animaux pour savoir reconnaître quand un comportement sortait de l'ordinaire. « Depuis combien de temps est-il comme ça ?» demanda-t-elle à voix basse en s'agenouillant auprès du berger allemand. Les oreilles de Rex frémirent au son de sa voix familière, mais son regard resta fixé sur le courant. « 3 jours depuis la disparition de ma fille », répondit Marc la gorge serrée. Il refuse de boire, de manger, il reste planté ici. Caroline passa ses mains expertes sur le flanc de l'animal, vérifiant son pouls, son état d'hydratation. Il est sévèrement déshydraté, mais ses constantes tiennent encore. Marc, je n'ai jamais vu un chien maintenir une telle veille. C'est comme s'il montait la garde. C'est alors que Marc l'aperçut. Un éclat de rouge vif coincé entre 2 rochers, 20 pieds plus bas. Son cœur manqua un battement. C'était la veste de Lily, sa préférée. Celle avec les bandes réfléchissantes qu'il lui avait offertes pour la protéger. Elle avait insisté pour la porter ce jour-là, malgré la douceur inhabituelle du mois d'octobre. « Comme ça on me verra de loin, papa, comme tu me l'as appris. » Sans réfléchir, il s'engagea dans l'eau glaciale, se frayant un passage entre les pierres glissantes. « Caroline, appelle tout de suite les secours spécialisés !» cria-t-il. Mais lorsqu'il saisit le tissu détrempé, il remarqua des détails qui lui gelèrent le sang. Les déchirures n'étaient pas causées par des rochers ou des branchages. C'étaient des coupes nettes, franches. Et surtout, la veste flottait vide. Aucun poids, aucune trace de sang. Une mise en scène. Depuis la fenêtre, Margaret Doyle frappa du plat de la main contre la vitre. Elle voyait Marc détruire des preuves dans son élan désespéré. « Quelqu'un doit l'arrêter », dit-elle à voix basse. Mais aucun résident n'osa bouger. Pour eux, elle n'était qu'une vieille femme fragile. Pas l'experte médico-légale qui avait autrefois formé des générations d'enquêteurs. L'amertume lui monta à la gorge, elle savait exactement ce qu'elle voyait. Un piège destiné à égarer la police. Marc brandissait maintenant la veste trempée, ses mains tremblant de rage. Les entailles précises confirmaient ses soupçons. « On voulait qu'on trouve ça ?» souffla-t-il, la voix redevenue celle d'un détective plus que d'un père. C'est alors que Rex bougea pour la première fois en 3 jours. Lentement, il tourna la tête vers Marc, ses yeux noirs brillant d'une lueur presque humaine, comme pour approuver son constat. Puis, sans un son, il s'éloigna vers une partie du rivage encore inexplorée. « Il suit une piste !» dit Caroline, haletante. « Marc, je crois qu'il essaie de nous dire que nous cherchons au mauvais endroit. » Et comme pour confirmer ses paroles, la voix de Margaret jaillit soudain du haut-parleur de la résidence. Elle avait convaincu une aide-soignante de lui donner accès au système interne. Inspecteur Reynolds, résonna sa voix claire. Cette veste a été mise là volontairement. Regardez la coupe du tissu. Ce sont des entailles propres, pas un accident. Suivez le chien. Vous n'avez pas affaire à une noyade, c'est un enlèvement. Marc leva la tête et aperçut enfin la vieille femme derrière la vitre. Il sentit quelque chose basculer en lui. Son ton ne laissait aucun doute. Elle parlait comme une professionnelle et lui n'avait plus rien à perdre. Marc resta un instant immobile, les yeux levés vers les grandes fenêtres de la résidence Silver Pine. Cette femme, Margaret Doyle, venait de lui balancer une vérité qu'il refusait de formuler à voix haute. Son esprit de père, englué dans la panique, avait voulu croire à un accident. Mais au fond de lui, son instinct de détective savait déjà. Ce n'était pas une noyade, c'était une mise en scène. Et si cette vieille femme avait raison, alors Lily n'était pas morte. Elle était quelque part retenue contre sa volonté.
Un espoir minuscule, mais suffisant pour le faire respirer à nouveau. « Qui est cette femme ?» demanda-t-il, haletant, à Caroline qui suivait Rex sur le rivage détrempé. La vétérinaire lui répondit sans détour, « Margaret Doyle. Elle vit ici depuis 3 ans. Elle est discrète. La plupart des résidents disent qu'elle reste dans son coin. Mais Lily l'adore. Elle l'appelle grand-mère Margaret. » Le cœur de Mark se serra. Sa fille avait souvent parlé d'elle, vantant sa sagesse, la décrivant comme la dame la plus intelligente du monde. Il avait cru à de simples élans d'affection enfantine. Peut-être avait-il eu tort. Rex s'était arrêté devant un massif de saules qui longeait le cours d'eau. Le sol y était boueux, mais le chien avançait avec une prudence presque humaine, flairant le sol sans écraser les empreintes. Mark s'agenouilla et sentit son estomac se nouer. Là, dans la terre humide, de petites marques de semelles, des baskets de la taille de Lily. Son souffle se bloqua dans sa gorge. À côté, des traces plus larges, probablement des bottes d'homme, pointures 11 ou 12. Et pire encore, des empreintes de pneus menant vers la route de service de la résidence. Un enlèvement. Pas de doute possible. Caroline, appelle immédiatement le shérif du comté. Dis-leur qu'on a une scène d'enlèvement et qu'il faut une équipe médico-légale ici, tout de suite, ordonna Mark, retrouvant sa voix de policier. Il prit une série de photos avec son téléphone, ses mains soudain plus fermes, moins tremblantes. Puis il ajouta « Et fais descendre cette Margaret Doyle, je veux lui parler. » 20 minutes plus tard, une aide-soignante nerveuse poussait le fauteuil de Margaret le long du chemin de gravier qui descendait vers la rive. De près, Mark remarqua immédiatement la lueur d'intelligence glaciale dans ses yeux bleus. Pas la moindre trace de confusion sénile. 47 ans comme infirmière médico-légale, inspecteur, dit-elle avant même qu'il ne pose la question. J'ai travaillé avec la police de Portland jusqu'à ma retraite. J'ai traité plus de scènes de crime que beaucoup de vos collègues dans toute leur carrière. Mark sentit un mélange d'espoir et de frustration l'envahir. Pourquoi personne ne lui avait dit ça lorsqu'il avait interrogé le personnel la veille? Parce qu'il voit une vieille femme en fauteuil roulant et suppose que mon cerveau s'est arrêté en même temps que mes jambes, répliqua Margaret avec une pointe d'amertume. L'arthrite m'a cloué ici, mais elle n'a pas touché ma tête. Elle se pencha vers le sol boueux, ses yeux détaillant chaque empreinte avec une rigueur scientifique. Votre fille n'est pas tombée dans ce fleuve, elle a été enlevée ici, probablement mardi soir, à l'heure où le personnel était occupé au service du dîner. La veste a été placée ensuite dans l'eau pour simuler une noyade et détourner l'enquête. Mark la fixa, partagé entre espoir et scepticisme. Comment pouvez-vous en être aussi certaine? Margaret leva un doigt et énuméra froidement. Première erreur, les criminels n'ont pas prévu la loyauté du chien. Rex a vu ce qui s'est passé et il essaie de vous le dire depuis 3 jours. Deuxième erreur, ils ont sous-estimé la valeur médico-légale du site d'enlèvement. Troisième erreur, elle marqua une pause, son visage ridé se durcissant d'une expression que Mark connaissait bien, celle des enquêteurs confrontés à l'horreur. Ils ont choisi de s'en prendre à une enfant qui vient me voir chaque semaine. Lily m'a confié mardi dernier qu'elle avait remarqué un homme qui la suivait dans le parking, lui posant des questions sur ses visites. Elle pensait que ce n'était qu'une impression, mais croyez-moi, j'ai appris à écouter quand un enfant dit qu'il se sent observé. Le sol se déroba sous Mark. Elle vous l'a dit? Et vous n'avez rien rapporté? Sa voix tremblait entre colère et désespoir. Margaret soupira. Elle est venue me voir avec cette inquiétude, mais je voulais en discuter davantage avec elle avant de tirer la sonnette d'alarme. Je comptais vous prévenir ensuite. Je n'imaginais pas qu'il passerait à l'action aussi vite. Mark baissa les yeux, rongé par la culpabilité. Combien de signes avait-il ignorés, trop occupé par ses affaires pour écouter attentivement sa fille? Caroline revint en courant, son téléphone à l'oreille. Le shérif envoie une équipe, mais ils ne seront pas là avant 1 heure. Mark, j'ai aussi appelé la base vétérinaire de l'État pour vérifier les dossiers de Rex. Elle reprit son souffle, son visage pâle. Ce chien n'est pas seulement un animal de thérapie. Il a été formé spécifiquement pour localiser des victimes et préserver des preuves. Rex, comme s'il avait compris, se remit à marcher avec un pas assuré, son museau collé au sol. Il suivait une piste. Ils le suivirent autour du bâtiment vers l'entrée de service derrière les cuisines. Rex renifla le béton, grogna et s'arrêta net devant une large tache d'huile fraîche et de nouvelles traces de pneus. « C'est ici qu'ils l'ont chargé dans un véhicule », déclara Mark. Rex essaie de nous montrer le trajet. Mais avant qu'il ne puisse donner d'autres ordres, Margaret posa une main ferme sur son bras. « Inspecteur, il y a quelque chose que vous devez savoir à propos de Silver Pines. » Elle parla plus bas, sa voix tremblante de gravité. « En 3 ans,
j'ai entendu 6 familles me dire que leurs petits-enfants se sentaient mal à l'aise en venant ici. Des enfants qui parlaient de gens étranges, les observant, prenant des photos. La direction a toujours balayé ça d'un revers de main parlant de paranoïa des résidents. Un frisson glacé parcourut l'échine de Marc. Vous voulez dire que ce n'est pas un cas isolé, que c'est organisé? Margaret le fixa droit dans les yeux. Je dis que Lily n'est probablement pas la première. Et si on ne bouge pas vite, elle ne sera pas la dernière. À cet instant, la radio de Marc grésilla. Inspecteur Reynolds, ici le central. Nous avons reçu un appel anonyme signalant une activité suspecte dans le sous-sol de Silver Pines. Margaret blêmit. Sous-sol? Je vis ici depuis 3 ans et personne ne m'a jamais parlé d'un sous-sol. Mais Rex, comme mu par une urgence invisible, bondit soudain en direction de l'aile est du bâtiment. Marc et Caroline le suivirent à travers la boue jusqu'à une extension sans fenêtre, construite il y a seulement 2 ans. On nous a dit que c'était pour du stockage, murmura Margaret. Mais je n'ai jamais cru qu'on ait besoin d'autant d'espace pour quelques cartons. Caroline les rattrapa, haletante. Marc, j'ai rappelé l'ancien maître de Rex. Avant de venir ici, il travaillait avec une agente fédérale sur des affaires de trafic humain. Elle est morte dans un accident de voiture il y a 18 mois. Le puzzle commençait à s'assembler dans la tête de Marc. Rex n'avait pas été placé ici par hasard. C'était un chien de service spécialisé, un témoin silencieux dans une enquête inachevée. Ils atteignirent une lourde porte métallique marquée « Personnel autorisé uniquement ». Elle était entr'ouverte, laissant voir un escalier plongeant dans l'obscurité. Rex grattait frénétiquement le sol devant, son corps vibrant de tension. Une odeur âcre s'échappait du passage, renfermée, moisie et autre chose. Une senteur qui rappelait à Marc les entrepôts où l'on stockait les effets personnels de disparus. « Personne ne descend seul », ordonna-t-il, arme dégainée. « Caroline, restez avec Margaret. Si quelqu'un sort d'ici et que ce n'est pas un policier, mettez-vous à l'abri. » Mais Margaret fit avancer son fauteuil sans hésitation. « Inspecteur, avec tout le respect, j'ai vu plus de scènes sanglantes que vous n'imaginez. S'il y a des enfants en bas, ils auront besoin de soins médicaux. Je descends. » L'escalier était étroit, mal éclairé, pas du tout conçu pour accueillir un fauteuil roulant. Marc se retrouva à l'aider marche après marche, impressionné par la détermination de la vieille femme. Rex ouvrait la marche, son museau collé au sol, chaque muscle tendu. Ce qu'ils découvrirent en bas les glaça jusqu'à la moelle. Au lieu de simples locaux techniques, s'étendait un vaste sous-sol compartimenté. De petites salles alignées, équipées de caméras, d'ordinateurs et pire encore, de cellules grillagées. « Mon Dieu !» souffla Margaret, ses mains crispées sur ses accoudoirs. « Ce n'est pas un accident isolé, c'est une opération à grande échelle. » Rex les guida jusqu'à une pièce à moitié ouverte. Marc y jeta un œil et sentit ses tripes se tordre. Devant lui, un mur couvert d'écrans. Des images en direct de chaque couloir, de chaque chambre de Silver Pine. On observait tout, les résidents, leurs visiteurs, même leurs moments les plus intimes. Sur un bureau, Margaret aperçut un classeur épais marqué « Profil cible ». Ses mains tremblaient en tournant les pages. Des dizaines de photos d'enfants avec des notes détaillées, âge, habitude, horaire de visite. Et en haut de la pile, le sourire de Lily, avec, en marge, des annotations sur le divorce de ses parents, les horaires de son père et ses activités préférées. Marc sentit un vertige l'envahir. C'est comme ça qu'ils savaient. Ils ont profilé les familles, choisi les cibles les plus vulnérables, mais Margaret sortit une feuille coincée dans le fond de la pochette. Une facture d'expédition datée de 3 jours plus tôt. Destination, un entrepôt à Portland. Mention manuscrite, colis livré, paiement en attente, traitement final. Le souffle de Marc se bloqua. Elle est vivante? Lily est encore vivante. Ils l'ont envoyée à Portland. À ce moment précis, Rex dressa brusquement les oreilles, grondant sourdement. Des pas descendaient l'escalier. Plusieurs personnes avançant avec la coordination de militaires. Marc fit signe au silence, mais ils étaient piégés. Aucun autre accès. Sa main serra son arme, comptant mentalement ses balles. Trop peu. Une voix résonna alors dans la cage d'escalier. « Inspecteur Reynolds, ici le shérif Monroe. Nous avons reçu votre appel, on arrive pour vous aider. » Un soulagement monta en lui. Mais Margaret saisit son bras avec une force étonnante. Ses yeux brûlaient d'une certitude glaciale. « Ce n'est pas lui. Je connais la voix du shérif, il est venu ici le mois dernier. Ce n'est pas Monroe. » Leurs ennemis avançaient. Ils n'avaient plus le choix. Rex grognait de plus en plus fort, prêt à bondir. Les bruits de pas résonnaient dans la cage d'escalier, accompagnés de voix trop assurées
pour être celle de véritables renforts, Margaret serra la poignée de son fauteuil, son visage crispé par une colère glaciale. Rex grondait bas, le poil hérissé, positionné devant elle comme un rempart vivant. La voix d'en haut reprit, faussement rassurante. « Dr. Hayes, faites monter Madame Doyle immédiatement. Il y a eu un incident. Nous devons la mettre à l'abri. » Mark sentit son sang se glacer. Il savait exactement qui était là en bas avec lui. Ce n'était pas un sauvetage, c'était un piège. Margaret souffla entre ses dents. « Ils savent que je représente un danger pour eux. » Rex se tendit comme un arc, prêt à attaquer. Mark, l'arme à la main, scrutait l'escalier. Il connaissait cette manière de descendre, lente et méthodique. C'étaient des professionnels entraînés. Le temps pressait, il n'avait que deux options, se battre ou fuir. « Inspecteur, regardez là-bas », murmura Margaret en désignant du menton un couloir latéral. Au fond, une porte de métal entr'ouverte menait vers un conduit technique. Les vieux bâtiments ont toujours des passages de service. Cet accès mène sûrement à la salle mécanique. Comme si Rex comprenait, il bondit soudain vers l'escalier, aboyant furieusement. Un cri retentit, un bruit de chute, puis des jurons. Le chien venait de foncer sur le premier assaillant pour leur faire gagner du temps. « Allez !» ordonna Mark, poussant le fauteuil de Margaret vers le tunnel. Caroline les suivit, les mains tremblantes, le cœur battant à tout rompre. Le couloir exigu débouchait sur la salle des chaudières et des systèmes de ventilation. Une odeur de métal chaud et de poussière les assaillit. Au-dessus, des bruits lourds faisaient vibrer le plafond. Des pas réguliers, disciplinés, les intrus fouillaient la résidence pièce par pièce. Mark s'approcha d'une grille d'aération et écouta. Les ordres étaient donnés dans un jargon militaire, couloir, à sécuriser, déplacement vers l'ouest, vérifier chaque chambre. C'était une opération de verrouillage complet. « Inspecteur, chuchota Margaret, vous devez comprendre, nous ne faisons pas face à de simples kidnappeurs. Ce sont des gens organisés, probablement liés à un réseau bien plus vaste. Si vous comptez sur la police locale, vous risquez d'avoir des surprises. » Mark hocha la tête, le visage fermé. Il pensait à Lily, seule quelque part à Portland, droguée peut-être, en danger de mort. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'il allait exploser. La radio de Margaret, fixée à son fauteuil, grésilla soudain. Une voix féminine s'y engouffra. « Madame Doyle, ici docteur Patricia Hendricks. Je sais que vous m'entendez. Vous et l'inspecteur Reynolds devez revenir immédiatement au sous-sol. Nous avons votre chien et nous n'aimerions pas qu'il lui arrive quelque chose de fâcheux. » Le visage de Margaret se durcit, ses yeux lançant des éclairs. Elle attrapa le micro d'une main ferme. « Docteur Hendricks, dit-elle d'une voix glaciale, vous venez de commettre une erreur fatale. Vous avez menacé un animal qui appartient à une enfant que j'aime. En 47 ans de carrière, j'ai appris une chose, ceux qui s'en prennent aux enfants et aux animaux ne méritent aucune pitié. » Un silence lourd suivit sa déclaration avant que la radio ne se coupe brusquement. Mais tout autour d'eux, les bruits de bottes se multiplièrent. Ils étaient cernés. Mark inspira profondément. « Nous devons atteindre un téléphone fiable. » Margaret hocha la tête. Le seul qui ne passe pas par le standard local se trouve dans le bureau administratif, au 2e étage. Une ligne directe avec la police d'État. Mais si Hendricks contrôle la sono et la sécurité, elle doit déjà s'y trouver. Le visage de Mark se crispa. La femme qu'il avait prise pour une simple directrice de maison de retraite s'avérait être le cerveau d'une opération monstrueuse. Organisée, méthodique, infiltrée. Ses tripes lui hurlaient qu'il n'avait plus beaucoup de temps. « On a besoin d'une diversion », souffla Margaret. Elle désigna un panneau électrique fixé au mur de la salle mécanique. « Le système d'extinction incendie est connecté ici. Si je déclenche un signal partiel, les protocoles d'urgence imposent d'évacuer les résidents vers les zones de rassemblement. Le personnel complice sera obligé de se disperser et leurs hommes devront choisir entre garder la couverture ou poursuivre la chasse. Hors de question de vous laisser seul descendre ici, » répliqua Mark. Mais Margaret le fixa avec une sévérité telle qu'il en resta muet. « Inspecteur, j'ai passé ma vie à anticiper le chaos dans les hôpitaux et sur les scènes de crime. Faites-moi confiance. » Elle roula son fauteuil jusqu'au panneau et commença à manipuler les interrupteurs, ses gestes sûrs malgré l'arthrite. Soudain, Rex aboya au loin. Pas un aboiement de détresse, mais un signal précis. 3 coups brefs, pause, 3 coups encore. Mark le reconnut aussitôt. C'était le code appris aux chiens de recherche pour signaler une présence alliée. Quelqu'un approchait. « Max n'aboie comme ça que pour prévenir d'amis », souffla Margaret. Caroline, les yeux écarquillés, ajouta « Alors il n'est pas mort. Il continue à nous guider. »
Mais avant qu'il ne puisse se réjouir, les haut-parleurs de la résidence grincèrent à nouveau. La voix de Hendrix emplit chaque couloir. « Inspecteur Reynolds, Madame Doyle, écoutez bien. Vous avez exactement 10 minutes pour revenir à l'entrée du sous-sol. Si vous refusez, nous commencerons à éliminer les résidents. Et nous débuterons par la chambre 214 où se trouve Madame Dorothy Chang, 91 ans, alitée. » Mark sentit la rage bouillonner en lui. Prendre des personnes âgées en otage pour les faire plier, c'était abject. Mais la réaction de Margaret fut encore plus intense. Ses doigts tremblaient de fureur. Dorothy, elle a servi comme infirmière en Corée. Elle a sauvé des centaines de vies sur le front. Elle ne mérite pas de mourir aux mains de ces monstres. Mark se tourna vers elle. « Alors on va devoir leur donner ce qu'ils veulent », dit-il sombrement. On retourne au sous-sol. Mais Margaret secoua la tête, ses yeux lançant une étincelle de malice. « Non, on leur donne ce qu'ils croient s'y vouloir. » Mark fronça les sourcils. « Et ça veut dire quoi ?» La vieille femme esquissa un sourire amer. « Dites-moi, inspecteur, vous savez bien jouer les morts ?» Avant qu'il n'ait le temps de répliquer, elle dirigea son fauteuil vers un placard d'entretien situé près des ascenseurs. À l'intérieur, elle commença à fouiller parmi les produits chimiques. « Ammoniac et eau de javel », expliqua-t-elle calmement en versant les liquides dans un seau. « Mélangez ça et vous obtenez un gaz suffocant. Pas mortel en petite dose, mais suffisant pour déclencher un chaos et obliger tout le monde à évacuer. Les secours devront intervenir d'urgence, croyant à une fuite toxique. » Mark la regarda stupéfait. « Margaret, c'est soit du génie, soit la prison pour création d'un incident chimique. Mieux vaut ça que laisser mourir des enfants. » trancha-t-elle en secouant le seau. Elle sortit ensuite de l'armoire un uniforme de maintenance et le tendit à Mark. « Enfilez ça. Quand l'évacuation commencera, vous vous fondrez dans les équipes de secours. » Mark la fixait abasourdi. « Margaret, qu'est-ce que vous ne m'avez pas dit ?» Son regard se durcit. « Je ne vous ai pas tout avoué. J'enquête sur ce sous-sol depuis des mois avec un petit groupe d'amis. Nous nous appelons le Club du Mardi. 6 résidents, tous anciens policiers, militaires ou médecins légistes. Nous savions que quelque chose clochait ici. Dorothy notait tout, prenait des photos, conservait les dossiers. Elle est notre archiviste. » Mark sentit un frisson parcourir son corps. Tout ce temps, sous ses yeux, un groupe de retraités menait sa propre enquête clandestine. Et Lily, en venant chaque mardi, avait servi de couverture involontaire à leur réunion. « Où sont vos preuves ?» demanda-t-il aussitôt. « Dans la chambre de Dorothy. C'est pour ça qu'ils la menacent. Ils savent dès qu'elle détient notre dossier. » Margaret posa le seau de produits chimiques près de la bouche d'aération. « Inspecteur, quand ce gaz se répandra, tout va s'accélérer. Les secours viendront, mais les complices chercheront aussi à détruire leurs traces et à exfiltrer leur chef. Et Lily, sa voix se brisa. Si nous avons bien analysé leur méthode, ils déplacent les enfants dans les 72 heures pour brouiller les pistes. Cela veut dire qu'elle est sur le point d'être transférée à nouveau. » Mark sentit le désespoir le frapper comme une vague. 3 jours, exactement le temps écoulé depuis la disparition de Lily. Il serra les dents, refusant de céder. Soudain, Rex aboya à nouveau, cette fois depuis un étage supérieur. 3 aboiements courts, pause, 3 autres. Il insistait. Caroline tendit l'oreille, les yeux brillants. « Il nous appelle, il veut qu'on le suive. » Ils gravirent l'escalier de service, les pas précipités résonnant dans les couloirs sombres. À l'étage, Rex les attendait devant une lourde porte frappée d'un panneau « Aile médicale privée, accès restreint ». Le chien grattait la porte de ses pattes, gémissant, ses yeux fous de détermination. Mark jeta un regard par le hublot de la porte et son cœur manqua un battement. Dans un coin, allongé sur une table médicale, un petit corps vêtu d'une veste rouge, une perfusion branchée à son bras. Sa fille, Lily. Mark sentit ses jambes se dérober sous lui. À travers la vitre de cette porte renforcée, il distinguait nettement la silhouette de sa fille Lily. Allongée sur une table métallique, une perfusion plantée dans son bras frêle, la petite semblait dormir profondément. Ses paupières étaient closes, son teint pâle, mais sa poitrine se soulevait encore dans un rythme régulier. Elle était vivante, vivante. Son cœur bondit dans sa poitrine, partagé entre un immense soulagement et une terreur absolue. Que lui avait-il fait? Quel produit coulait dans ses veines? À quoi la préparait-il? Rex gémissait et grattait de plus belle contre la porte, son museau collé contre la vitre. Ses yeux brillaient de détresse. Caroline, le souffle court, se précipita aux côtés de Mark et observa l'installation. « C'est une perfusion de sédatifs », dit-elle en scrutant la poche suspendue. «
probablement du propofol ou un agent similaire. Ils la maintiennent inconsciente pour le transport. Margaret approcha son fauteuil aussi près que possible, son regard d'experte se posant sur chaque détail. Ce matériel est chirurgical, constata-t-elle, glacial. Il ne se contente pas de retenir des enfants. Il les prépare à quelque chose. Elle ne termina pas sa phrase, mais Marc comprit. Ses tripes se nouèrent à l'idée que sa fille pouvait être destinée à de l'expérimentation, un trafic médical. Ses mains se crispèrent autour de son arme. « Il faut entrer », souffla-t-il, la voix étranglée. D'un coup de pied violent, il défonça la serrure. La porte s'ouvrit dans un claquement métallique. Il se précipita vers Lily et la prit délicatement dans ses bras. « Ma chérie », murmura-t-il en effleurant son front humide. Son cœur chavira. Elle était chaude, sa respiration régulière, mais elle ne réagissait pas. Caroline débrancha rapidement la perfusion, désinfecta la plaie et appliqua un pansement improvisé. « Elle va se réveiller, mais ça peut prendre du temps », expliqua-t-elle d'une voix ferme. « Tout dépend de la durée de la sédation. » Marc la serrait contre lui, refusant de la lâcher, quand une silhouette apparut dans l'encadrement de la porte. Docteur Patricia Hendricks. Elle n'avait plus rien de la directrice bienveillante qu'il avait croisée lors de son enquête initiale. Ses yeux sombres étincelaient d'une froide détermination. Dans sa main, un pistolet pointé droit sur lui. 2 hommes en tenue tactique l'encadraient, armés de fusils. « Détective Reynolds » dit-elle d'un ton presque cordial. « Posez l'enfant et reculez. Vous n'avez aucune idée de ce dans quoi vous venez de mettre les pieds. » Marc serra Lily contre lui, ses muscles bandés comme des câbles d'acier. « C'est fini, Hendricks. Le bâtiment est en évacuation, les secours sont en route. Votre couverture est tombée. » Elle éclata d'un rire froid. « Mon cher, ce que vous voyez ici n'est qu'une fraction d'un réseau international. Silver Pines n'est qu'un point sur une carte. Lily devait être transférée demain vers une clinique de Vancouver. Là-bas, elle aurait contribué à des recherches médicales révolutionnaires sur les greffes pédiatriques. » Le sang de Marc se glaça. « Des greffes? Vous parlez de prélèvements forcés ?» Elle haussa les épaules comme si elle évoquait une simple statistique. Une enfant en bonne santé peut sauver jusqu'à 8 vies par ses organes. D'un point de vue utilitariste, c'est un sacrifice rationnel. Un voile rouge passa devant les yeux de Marc. « Vous êtes malade !» cracha-t-il. Mais Hendricks resta imperturbable. Derrière lui, Margaret s'était légèrement repositionnée, son revolver dissimulé sur ses genoux, son regard fixé sur la scène. Elle attendait le moment opportun. Rex, lui, restait immobile mais prêt à bondir. Le silence était lourd, seulement rompu par le vrombissement lointain d'un hélicoptère qui approchait. « Écoutez le bruit, inspecteur », reprit Hendricks avec un sourire froid. « Voilà notre équipe d'extraction. Dans 10 minutes, ce bâtiment ne sera plus qu'un souvenir. Vous et vos amis ferez partie des pertes collatérales. Quant à l'enfant, » elle leva son arme légèrement. « Je m'assurerai qu'elle ne puisse jamais témoigner. » Marc sentit ses entrailles se tordre. Trop loin pour la charger sans mettre Lily en danger, trop exposé pour tirer le premier. Puis tout se précipita. Rex bondit comme un éclair, se jetant sur l'un des hommes en uniforme. Le choc fut brutal, le fusil projeté contre le mur. L'homme s'effondra sous le poids furieux du berger allemand. Dans le même instant, Margaret leva son arme et tira 2 fois. Non pas sur Hendricks, mais sur le tableau électrique derrière elle. Des étincelles jaillirent, plongeant la salle dans un chaos d'alarmes et de fumée. Marc plongea derrière une table d'examen avec Lily dans ses bras, tandis que des tirs éclataient dans la pièce. Caroline s'était jetée au sol, protégeant sa tête. Rex grognait, luttant de toutes ses forces, malgré une balle qui venait de le frapper à l'épaule. Sa gueule refermée sur le bras de son adversaire, il ne lâchait rien. Le vacarme était assourdissant. « Marc !» hurla Margaret par-dessus le tumulte. « La fenêtre !» Il leva les yeux. Sur le mur de gauche, une grande vitre donnait sur l'extérieur. Au-delà, un escalier métallique d'urgence. Leur seul échappatoire, mais déjà par cette même fenêtre, descendaient des cordes. Des silhouettes noires s'y laissaient glisser. L'équipe d'extraction arrivait. Ils étaient pris en étau. Lily remua faiblement dans ses bras, ses yeux papillonnant à travers la brume des sédatifs. « Papa !» souffla-t-elle. Son cœur se brisa. « Je suis là, ma princesse. Je ne te laisserai pas. » Mais il savait qu'il n'avait que quelques minutes avant que tout ne s'effondre. Dehors, l'hélicoptère rugissait, ses pales fouettant l'air. Mais au loin, d'autres sons se firent entendre. Le bourdonnement de plusieurs rotors supplémentaires. Margaret leva les yeux, ses lèvres esquissant un sourire féroce. « Écoutez,
Ce ne sont pas leurs hommes, ce sont les fédéraux. Hendrix l'entendit aussi. Son masque de contrôle se fissura. Ses yeux s'écarquillèrent, son visage se durcit. Impossible, murmura-t-elle. À cet instant, une voix claire résonna dans le couloir. Docteur Hendrix, ici l'agent spécial Sarah Mitchell, FBI. Le bâtiment est encerclé. Votre hélicoptère est forcé d'atterrir. Vos complices à Portland ont déjà été arrêtés. Rendez-vous immédiatement. Mark sentit un torrent de soulagement l'envahir, mais il n'osa pas relâcher sa garde. Hendrix, elle, poussa un cri rageur et leva son arme. Non pas sur lui, mais sur Lily. Ses yeux fous brûlaient d'une décision mortelle. « Si je ne peux pas accomplir ma mission, gronda-t-elle, alors je vous enlèverai au moins votre témoin. » Tout sembla se dérouler au ralenti. Mark hurla, trop loin pour la couvrir. Caroline cria. Margaret leva son arme, mais son angle n'était pas suffisant. Et alors, Rex, blessé, couvert de sang, trouva une ultime étincelle de force. Il bondit, ses mâchoires se refermant sur le poignet d'Hendrix au moment où elle pressait la détente. Le tir dévia, éclatant la vitre derrière eux dans une pluie d'éclats. Hendrix hurla, son arme tombant au sol, Rex ne lâcha pas, grognant comme une bête venue des enfers. Dans la seconde qui suivit, la pièce fut envahie par des agents fédéraux en tenue tactique. « À terre, FBI !» cria une voix. Les deux hommes, en uniforme, furent neutralisés en un éclair. Hendrix, hurlant de rage, fut plaqué au sol, menottes au poignet. Mark, haletant, tenait toujours Lily contre lui. Autour d'eux, le chaos s'apaisait, remplacé par l'efficacité froide des agents. Des ambulanciers surgirent, prenant en charge l'enfant et Rex blessé. « Elle respire », confirma l'un d'eux. « Poussable. Mais il faut l'emmener immédiatement. » Mark hocha, les yeux noyés de larmes. Lily, à demi consciente, tourna faiblement la tête vers son chien. « Papa, Max !» Elle l'appelait toujours ainsi. « Il m'a protégé. Est-ce qu'il va aller bien ?» Mark posa son front contre le sien. « Oui, ma chérie. Rex est un héros. Et il va s'en sortir. » L'agent spécial Sarah Mitchell entra, son regard ferme mais compatissant. « Inspecteur Reynolds, dit-elle, votre fille est sauvée. Mais nous devons l'hospitaliser d'urgence pour identifier les drogues administrées et vérifier qu'aucune procédure invasive n'a été tentée. » Mark hocha, incapable de parler. Ses bras se refermèrent encore un peu plus autour de Lily. Margaret, de son côté, répondait déjà aux questions d'agents fédéraux. Sa voix assurée détaillait tout ce qu'elle et le club du mardi avaient découvert. Elle insista pour qu'ils fouillent la chambre 214. Dorothy Chang a tout archivé, photos, documents, relevés financiers, c'est la clé pour faire tomber tout le réseau, expliqua-t-elle. Alors qu'on évacuait les survivants, Mark marcha derrière les ambulanciers, son cœur battant à l'unisson avec celui de sa fille. Il savait qu'il venait de survivre à l'impensable. Mais il savait aussi que ce n'était que le début. L'avenir allait être une bataille longue, faite de justice, de guérison et de cicatrices invisibles. L'hélicoptère noir qui devait exfiltrer Hendrix s'était détourné, contraint par les forces fédérales à se poser en périphérie. Mais à l'intérieur de Silver Pines, la menace était loin d'être terminée. Tandis que Lily était installée sur un brancard, Mark entendit un craquement sourd parcourir le plafond. Une odeur de brûlé se répandait. Les complices de Hendrix, avant d'être capturés, avaient enclenché un protocole d'effacement. « Incendie volontaire !» cria un agent du FBI. « Ils ont piégé les conduites de gaz !» Une alarme hurla dans tout le bâtiment, projetant un flash rouge dans les couloirs enfumés. Les résidents, déjà secoués par l'évacuation, paniquaient. Certains cherchaient à descendre les escaliers malgré leurs cannes et leurs fauteuils. D'autres pleuraient, terrifiés. Caroline, toujours à côté de Margaret, prit les commandes du fauteuil de la vieille femme et la poussa vers la sortie. Mais Margaret résistait. « Non, la chambre 214 !» hurla-t-elle, sa voix couverte par les sirènes. « Dorothy a nos dossiers, si on les laisse ici, tout sera perdu. » Mark hésita une fraction de seconde. Sa fille était entre de bonnes mains, protégée par 2 agents et des ambulanciers. Rex, malgré son flanc ensanglanté, refusait de quitter son côté, avançant coûte que coûte. Il croisa le regard de Margaret et lut dans ses yeux la même détermination glaciale qu'il avait vue sur des vétérans en service. « Très bien », lâcha-t-il, « mais vous ne bougez pas sans moi. » Ils foncèrent dans le couloir nord. La fumée s'épaississait, le sol vibrait de plus en plus fort sous les secousses de l'infrastructure fragilisée. Rex, malgré sa blessure, avançait en tête comme s'il connaissait déjà le chemin. À chaque détour, son museau flairait l'air, guidant son maître vers la chambre recherchée. Enfin, ils atteignirent la porte 214, fermée à clé. Mark défonça la serrure d'un coup d'épaule.
À l'intérieur, Dorothy Chang était allongée sur son lit, une couverture tirée jusqu'au menton. Ses yeux voilés par l'âge s'ouvrirent difficilement, mais lorsqu'elle vit Margaret, une étincelle de lucidité jaillit. « Tu es revenu ?» souffla-t-elle. Margaret se précipita à son chevet, serrant sa main avec une douceur infinie. « Oui, Dorothy, mais nous devons partir. » Marc fouillait déjà la pièce. Sous le matelas, dans la commode, derrière les tableaux, puis ses doigts heurtèrent une boîte métallique glissée dans un double fond de tiroir. À l'intérieur, des centaines de feuilles classées méthodiquement, factures, photographies, copies de documents, relevés bancaires, les preuves accumulées par le club du mardi. Marc n'avait jamais vu un dossier aussi complet. C'était suffisant pour faire tomber toute l'organisation, mais le plafond craqua violemment, projetant des débris au sol. Une fissure courait déjà le long du mur. « On n'a plus le temps !» cria Caroline, couvrant sa bouche avec un mouchoir. Rex aboyait frénétiquement, son instinct hurlant le danger. Margaret et Dorothy furent installées côte à côte sur le fauteuil que Caroline poussait avec une force désespérée. Marc serrait la boîte contre lui comme s'il tenait un trésor. Leur fuite dans les couloirs prit des allures de cauchemar. Les flammes commençaient à lécher les murs, la chaleur devenait insupportable. Les sirènes incendies se mêlaient aux cris et aux ordres des agents fédéraux. 2 soldats du feu surgirent, les yeux écarquillés devant le fauteuil double improvisé. « On vous escorte !» hurla l'un d'eux, ouvrant la voie au milieu des décombres. Lorsqu'ils franchirent enfin les portes principales, une bourrasque glaciale les enveloppa. L'air extérieur, chargé de neige fondue, leur sembla être un cadeau du ciel. Des dizaines de résidents se tenaient dans le parking, couverts de couvertures de survie, entourés d'agents armés. Les gyrophares de dizaines de véhicules clignotaient dans la nuit, transformant la scène en un champ de bataille irréel. Marc aperçut Lily, déjà installée dans une ambulance, entourée de médecins qui surveillaient ses constantes. Son cœur bondit. Elle avait les yeux mi-clos, mais lorsqu'elle vit son père, un léger sourire traversa son visage. Il s'approcha et prit sa main dans la sienne. « Papa est là !» murmura-t-il, étouffant ses sanglots. À côté, Rex avait été pris en charge par une vétérinaire militaire dépêchée par le FBI. Sa patte blessée était bandée, et malgré sa souffrance, il tournait la tête vers Lily, remuant faiblement la queue. La fillette essaya de tendre la main vers lui. « Max !» souffla-t-elle, incapable de prononcer davantage. Agent spécial Sarah Mitchell rejoignit Marc, son gilet pare-balles encore couvert de poussière. « Nous avons Hendrix en détention ainsi que 3 de ses principaux complices, » annonça-t-elle. « Mais ce dossier ?» Elle désigna la boîte métallique que Marc tenait encore. « C'est une mine d'or ? Si ce que j'imaginais est vrai, nous ne sommes pas face à un simple trafic régional. Nous parlons d'un réseau transfrontalier impliquant des cliniques privées, des laboratoires et probablement des officiels corrompus. » Marc hocha la tête, son visage dur. « Alors faites en sorte qu'ils paient, tous !» Derrière eux, un grondement sourd résonna. Silver Pines, la résidence paisible qui cachait tant d'horreurs, s'effondra dans un vacarme apocalyptique. Un pan entier du toit s'écrasa, projetant une colonne de flammes dans le ciel nocturne. Les résidents crièrent, mais personne ne fut blessé. Ils étaient tous dehors. Marc regarda l'édifice disparaître dans le brasier, son esprit partagé entre satisfaction et douleur. Margaret, assise près de Dorothy, murmura d'une voix rauque. Ce lieu était corrompu jusqu'à la moelle, qu'il brûle et qu'il disparaisse à jamais. Dorothy hocha faiblement la tête, serrant encore son dossier comme si elle confiait son enfant au monde. L'évacuation dura encore de longues heures, chaque résident fut enregistré, chaque survivant compté, chaque victime recensée. À l'aube, alors que le ciel prenait une teinte mauve au-dessus des ruines fumantes, Marc s'assit enfin près de l'ambulance où reposait Lily. Elle dormait d'un sommeil lourd, mais sa respiration était paisible. Rex, installé à ses côtés, veillait encore, ses yeux mi-clos, mais son oreille dressée, comme refusant de s'éteindre tant que sa petite maîtresse n'était pas hors de danger. L'agent Mitchell s'approcha et s'accroupit à côté de Marc. « Vous avez fait plus que sauver votre fille cette nuit, dit-elle doucement. Grâce à vous, nous avons enfin les preuves que nous cherchions depuis 2 ans. Ce réseau pensait pouvoir se cacher derrière des façades respectables. Désormais, ils vont tomber. » Marc la fixa, épuisé mais déterminé. « Alors finissez le travail, pour Lily, pour tous les autres. » Le jour se leva sur un paysage de cendres et de promesses. Silver Pines n'était plus, mais la vérité, elle, venait d'éclater, et personne n'allait pouvoir l'arrêter. Les semaines qui suivirent
furent un tourbillon de soins, d'interrogatoires et de révélations. Lily resta hospitalisée plus de 10 jours. Son petit corps devait éliminer les sédatifs accumulés et les médecins craignaient des séquelles. Marc ne quitta presque jamais son chevet. Assis près d'elle, il lui lisait des histoires, caressait ses cheveux et répétait inlassablement qu'elle était en sécurité. Chaque fois qu'elle entr'ouvrait les yeux, son premier mot n'était pas « papa », mais « Max ». Et Rex, malgré ses pansements, trouvait toujours la force de s'installer au pied du lit, refusant de se séparer de sa protégée. Les vétérinaires militaires l'opérèrent avec précision. La balle qui avait traversé son épaule gauche avait heureusement évité les organes vitaux. Il dut subir des points de suture et une rééducation, mais son instinct de survivant impressionna tout le personnel médical. « Ce chien a un cœur plus grand que lui », souffla une infirmière en le voyant refuser de s'endormir tant que Lily ne respirait pas paisiblement. Margaret, quant à elle, fut transportée dans un centre spécialisé. Ses poumons avaient souffert de la fumée, mais sa volonté demeurait indomptable. À peine remise, elle s'entretint longuement avec les agents du FBI. Ces dossiers, complétés par ceux de Dorothy Chang, révélèrent une toile d'araignée effrayante. Des médecins respectés, des cliniques de privées en Oregon, en Californie et jusqu'au Canada. Des comptes offshore, des financements douteux. Le réseau s'étendait plus loin que ce que quiconque aurait imaginé. Dr Patricia Hendricks, désormais incarcérée dans une prison fédérale, devint le visage de cette horreur. Son arrestation fit la une des journaux, les médias titrèrent « Trafic d'organes découvert dans une résidence pour aînés ». Une fillette sauvée in extremis grâce à un chien et à un groupe de retraités. L'opinion publique fut bouleversée. Des manifestations éclatèrent devant des institutions médicales soupçonnées de complicité. Marc, malgré sa fatigue et ses cauchemars, accepta de témoigner. Pas pour lui, mais pour Lily, pour Rex et pour toutes les familles dont les enfants n'étaient jamais revenus. Sa voix tremblait parfois, mais ses mots étaient clairs. « Nous avons failli perdre nos enfants parce que des gens puissants pensaient pouvoir jouer à Dieu. Nous ne devons jamais les laisser recommencer. » Le procès débuta 3 mois plus tard dans un tribunal fédéral de Seattle. Hendricks, menotté, apparut dans le box des accusés. Son visage froid, ses yeux durs, ne reflétaient aucun remords. Le procureur présenta les preuves du club du mardi, les témoignages des résidents, les photos prises par Dorothy. Chaque page du dossier était une gifle à l'opinion publique. Quand vint le tour de Marc de témoigner, la salle retint son souffle. Il raconta cette nuit infernale, la course dans les couloirs en flammes, Rex bondissant malgré sa blessure, Margaret défiant la mort avec un seau de produits chimiques pour déclencher l'évacuation. Mais ce fut la voix fragile de Lily qui bouleversa tout. À peine remise, elle monta à la barre accompagnée d'un psychologue. Sa petite main tremblait, mais elle parla avec une sincérité qui fit couler des larmes jusque chez les jurés. « J'ai eu peur, mais Max ne m'a jamais laissé. Même quand j'étais endormi, je sentais qu'il veillait. Et puis, il y avait Margaret et les autres. Ce sont eux qui m'ont sauvé. » Elle leva ses yeux vers le juge. « Je ne veux pas que d'autres enfants vivent ça. S'il vous plaît, arrêtez-les tous. » Un silence solennel emplit la salle. Même le juge détourna brièvement le regard pour contenir son émotion. Les médias diffusèrent ces images partout. Lily devint malgré elle un symbole de résilience et de vérité. Margaret, elle aussi, prit la parole. En fauteuil roulant, sa voix ferme fit trembler l'assemblée. Elle révéla comment elle et ses amis avaient enquêté discrètement pendant des mois. On nous croit finis à 70, 80 ans. On nous range dans des chambres en attendant la fin. Mais nous avons encore des yeux, des oreilles et de la mémoire. Et cette mémoire, nous l'avons utilisée pour observer, noter, conserver des preuves. Parce que la justice ne doit pas avoir d'âge. Ces mots déclenchèrent une ovation spontanée que le juge dut interrompre pour rappeler le calme. Mais le message avait marqué les esprits. Les aînés n'étaient pas des témoins passifs. Ils pouvaient être des gardiens de la vérité. La défense d'Hendricks tenta de plaider des motivations médicales, parlant de recherches innovantes et de rationalité scientifique. Mais face à l'horreur des faits, ces mots sonnèrent creux. Après 6 semaines de procès, le verdict tomba, coupable de trafic d'organes, enlèvement, association de malfaiteurs, tentative d'homicide. Peine, prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Lorsque la sentence fut prononcée, Hendricks se leva et lança un dernier regard vers Marc et sa fille. Ses lèvres formèrent un mot inaudible, peut-être faible. Puis elle fut emmenée, disparaissant à jamais derrière les portes du tribunal. À
À l'extérieur, la foule massée applaudit à la sortie de Mark, de Lily et de Rex. Les caméras capturaient chaque instant. Mais lui, serrant sa fille contre lui, ne voyait que son sourire. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit un poids immense se lever de ses épaules. Les mois qui suivirent furent consacrés à la guérison. Lily reprit l'école doucement, entourée d'un suivi psychologique attentif. Chaque nuit, Rex dormait à ses côtés, parfois réveillé en sursaut par ses cauchemars, mais toujours prêt à la rassurer d'un coup de museau. Le lien entre eux était devenu indestructible. On racontait qu'à l'hôpital, quand Lily avait eu une poussée de fièvre, Rex s'était mis à gémir et à tirer les infirmières par la manche avant même que les machines n'affichent l'alerte. Mark, lui, retourna au commissariat, mais ses collègues remarquèrent vite que quelque chose avait changé. Moins de cynisme, plus de gravité. Il parlait souvent de Margaret et de son club du mardi, admiratif devant leur courage. Chaque semaine, ils se rendaient à leur nouvelle résidence temporaire pour partager un café. Pour eux, il n'était plus l'inspecteur Reynolds, mais Mark, un ami, presque un fils. Et puis, il y eut cette cérémonie particulière. Un soir d'automne, dans un gymnase municipal de Portland, une foule s'était réunie. Les familles, les survivants, des agents fédéraux, des journalistes. Sur l'estrade, Lily, encore timide, tint un micro dans ses mains. À ses côtés, Rex, une médaille fixée à son collier, et Margaret, droite dans son fauteuil, le visage fier. « Ce soir, déclara le maire, nous rendons hommage à ceux qui ont prouvé que la loyauté, le courage et l'amour pouvaient vaincre la peur. » Il remit une médaille de bravoure à Rex, qu'il qualifia de citoyen d'honneur de la ville. La salle éclata en applaudissements, et le chien, étonné mais heureux, aboya joyeusement, déclenchant des rires émus. Lily prit la parole à son tour, sa voix tremblant légèrement. « Je n'oublierai jamais ce qui s'est passé, mais je veux que tout le monde sache que même quand on est petit, on peut être sauvé par l'amour, par un papa, par une amie âgée, par un chien. Je veux grandir et aider les autres comme on m'a aidé. » Les larmes coulèrent sur de nombreux visages ce soir-là. Mark, debout dans la foule, sentit une chaleur nouvelle emplir sa poitrine. C'était plus qu'une fin heureuse, c'était une renaissance. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'effondrement de Silver Pines. Le printemps avait balayé les cendres de l'hiver, et dans les rues de Portland, la vie reprenait avec une normalité presque insolente. Pour Mark et Lily, cependant, rien n'était plus comme avant. Ils avaient quitté leur ancienne maison, trop chargés de souvenirs douloureux, et s'étaient installés dans un quartier résidentiel calme à la lisière de la ville. Un petit pavillon avec un jardin clos suffisamment grand pour que Rex puisse courir à sa guise. Chaque matin, on pouvait voir Lily jouer à la balle avec lui, son rire éclatant couvrant les aboiements enthousiastes du berger allemand. Les voisins s'étaient habitués à ce duo indissociable, la fillette et son protecteur. Rex portait désormais un harnais particulier sur lequel on pouvait lire en lettres blanches « Chien héros ». La médaille remise par la mairie brillait parfois autour de son collier. Mais pour Lily, il n'était pas un héros décoré. Il était son frère de cœur, son ange gardien. Elle lui confiait ses secrets, ses rêves, ses cauchemars. La nuit, quand les ombres revenaient, elle glissait une main dans sa fourrure et retrouvait le sommeil. Mark, de son côté, avait repris son travail d'inspecteur, mais avec une perspective différente. Il passait plus de temps avec sa fille, refusant de laisser son métier l'éloigner à nouveau. Ses collègues remarquaient que son regard avait changé, plus grave, mais aussi plus doux. Il s'était forgé une réputation d'enquêteur intransigeant contre tout ce qui touchait au crime envers les plus vulnérables. « Je n'ai plus le luxe de détourner les yeux », répétait-il. Margaret, quant à elle, était devenue une figure inattendue. Après son témoignage au procès, plusieurs associations de défense des aînés lui avaient proposé de participer à des conférences. Elle accepta avec malice, bien décidée à montrer que la vieillesse n'était pas synonyme de passivité. Son club du mardi, reconstitué dans une autre résidence, recevait désormais des invitations de bibliothèques, de lycées, parfois même d'universités. Ils racontaient leur expérience, insistant sur l'importance d'écouter les voix invisibles. Les couloirs des maisons de retraite sont pleins d'yeux qui voient et d'oreilles qui entendent, disait-elle souvent. Il suffit de leur donner la chance de parler. Un après-midi de mai, Mark emmena Lily et Rex à une cérémonie organisée au Capitole de l'Oregon. Le gouverneur voulait remettre un hommage officiel aux gardiens de Silver Pines, comme la presse avait surnommé Margaret et ses compagnons. Dans l'hémicycle, les applaudissements résonnèrent longtemps lorsque la vieille femme reçut sa distinction. Mais c'est Lily qui émut le plus l'assemblée.
Invitée à prendre la parole, elle déclara d'une voix tremblante mais assurée « Je n'ai pas peur de ce qui est arrivé, parce que je sais que j'étais entourée de gens qui m'aiment. Je veux grandir pour protéger les autres comme on m'a protégé. » Rex, assis fièrement à ses côtés, leva la tête et aboya au moment où la salle éclata en ovations. Le gouverneur, souriant, plaisanta. « Voilà le discours le plus applaudi que j'ai entendu depuis le début de ma carrière. » La salle éclata de rire, mais beaucoup essuyèrent une larme en secret. Au-delà des honneurs, le dossier Hendricks avait provoqué une onde de choc. Des lois plus strictes sur la surveillance des institutions médicales furent de votées. Le FBI continua de démanteler les ramifications du réseau, arrêtant des complices au Canada et jusqu'au Mexique. Les médias parlaient encore régulièrement de l'affaire Silver Pines, citant toujours Mark, Lily, Margaret et surtout Rex. Mais pour Mark, la véritable victoire se jouait loin des caméras. C'était de voir Lily retrouver son sourire d'enfant, de l'accompagner à ses cours de danse, de l'entendre chanter dans la voiture. C'était aussi de voir Rex courir après les papillons dans le jardin, comme s'il n'avait jamais porté le poids de cette nuit infernale. Un soir d'été, alors qu'ils dînaient dans leur petite cuisine, Lily leva les yeux vers son père et demanda « Papa, est-ce que tu crois que Rex sait qu'il m'a sauvé ?» Mark sourit doucement. « Oui, ma chérie. Il le sait. Et je crois qu'il en est de fier. » Rex, comme pour confirmer, posa sa tête sur les genoux de la fillette et soupira de contentement. Margaret, invitée ce soir-là, leva son verre de limonade. « Vous savez, dit-elle en regardant Mark et Lily, il y a des histoires qui doivent être racontées pour que les gens se rappellent que la lumière existe. Même au cœur des ténèbres, la vôtre en fait partie. » Elle jeta un regard complice à Rex. « Et lui sera toujours le gardien de cette lumière. » La nuit tomba doucement sur la maison. Dehors, les grillons chantaient. Dans le salon, Lily s'endormit sur le canapé, blottie contre Rex. Mark la recouvrit d'une couverture et resta un long moment à les regarder. Son cœur se serra, mais cette fois de gratitude. Il avait presque tout perdu, mais il avait aussi tout gagné. À mesure que les mois s'écoulaient, l'histoire de Silver Pine dépassa largement les frontières de l'Oregon. Les chaînes nationales consacrèrent des reportages entiers à l'affaire Reynolds, certains la qualifiant de l'un des plus grands scandales médicaux de la décennie. Les visages de Mark, de Lily, de Rex et de Margaret apparurent dans les journaux, les magazines, jusqu'au talk-show du soir. Mark, d'abord réticent à toute médiatisation, comprit vite que son témoignage pouvait servir à protéger d'autres familles. « Si notre histoire empêche un seul enfant d'être enlevé, alors ça en valait la peine », déclara-t-il lors d'une interview. Il parlait d'une voix grave, mais avec une sincérité qui toucha le pays. Lily, de son côté, n'était montrée qu'avec parcimonie, protégée des caméras trop intrusives. Pourtant, lors d'une émission spéciale diffusée en prime time, elle accepta de venir, Rex à ses côtés. La présentatrice lui posa une question simple. « Lily, qu'est-ce qui t'a donné la force de tenir ?» La fillette réfléchit un instant, ses jambes balançant dans le vide, puis répondit « Je savais que mon papa allait me retrouver. Et je savais que Max, enfin Rex, ne me laisserait jamais seul. Quand il est avec moi, je n'ai pas peur. » Le public éclata en applaudissements. La caméra s'attarda sur Rex, assis bien droit, qui aboya comme pour confirmer les mots de sa petite maîtresse. La vidéo devint virale, partagée des millions de fois sur les réseaux sociaux. Margaret, elle, devint une conférencière recherchée. Des universités l'invitaient à parler de citoyenneté, des écoles à sensibiliser les enfants à l'importance de la vigilance, des associations à inspirer leurs membres. Elle ne perdait jamais son humour grinçant. « On m'appelle une héroïne », disait-elle. « Mais tout ce que j'ai fait, c'est écouter, noter et refuser de me taire. C'est à la portée de tout le monde, même de ceux qui ont des rides. » Ces mots firent d'elle une sorte d'icône improbable. Une grand-mère au franc-parler devenue symbole de résilience civique. Le FBI, de son côté, continua de démanteler les ramifications du réseau. Les documents trouvés par Dorothy Chang étaient une mine d'or. Des arrestations eurent lieu dans 3 États et même au Canada. Les journaux révélèrent l'existence de cliniques illégales utilisant des enfants pour des expérimentations sordides. Les familles endeuillées commencèrent à obtenir justice et une grande réforme des institutions médicales privées fut lancée. Mais au-delà de la justice et des lois, l'affaire avait éveillé quelque chose dans le cœur des gens. Une conscience nouvelle. Dans les écoles, on parlait de vigilance. Dans les maisons de retraite, on redonnait la parole aux résidents. Et partout, on se souvenait de ce chien blessé, bondissant malgré la douleur pour protéger une fillette.
Un soir, Mark reçut une invitation inattendue. Le gouverneur de l'État voulait les honorer à nouveau, cette fois lors d'un événement retransmis au niveau national. « Votre histoire, disait la lettre, est devenue un repère moral pour beaucoup. Elle rappelle que le courage n'a ni âge ni espèce. » Mark hésita, craignant que Lily soit une nouvelle fois exposée. Mais c'est elle, déterminée, qui insista « Papa, si on raconte ce qui est arrivé, ça peut sauver d'autres enfants. » La cérémonie eut lieu dans un grand amphithéâtre de Salem. Les gradins étaient remplis de familles, de vétérans, d'étudiants. Sur scène, Mark prit la parole le premier. « Je ne suis pas un héros, dit-il simplement. Je suis un père qui a refusé d'abandonner. Les vrais héros sont ceux qui m'ont aidé. Une fillette courageuse, une vieille dame intrépide, un groupe de retraités qui ont refusé de fermer les yeux, et un chien qui a montré plus de loyauté et de bravoure que beaucoup d'hommes que j'ai connus. » Puis ce fut au tour de Margaret. Elle leva son verre d'eau en direction du public et lança « Si vous pensez qu'être vieux signifie être inutile, regardez-nous. Nous avons arrêté un réseau criminel en tricotant des preuves. Alors la prochaine fois que vous croiserez une grand-mère en fauteuil roulant, souvenez-vous, elle pourrait bien vous sauver la vie. » La salle éclata de rires et d'applaudissements. Enfin, Lily monta sur scène avec Rex. Sa robe blanche contrastait avec le harnais noir du chien. Elle s'approcha du micro, caressa la tête de son compagnon et dit « Max a tout risqué pour moi. Il m'a appris que l'amour est plus fort que la peur. Je veux devenir vétérinaire pour aider les animaux comme lui, et médecin pour aider les enfants. » Sa voix tremblait, mais son regard brillait d'une conviction qui toucha tous les cœurs. Rex, comme s'il avait compris, posa sa patte sur le pied de la fillette et leva les yeux vers elle. Le gouverneur sourit et déclara « Ce soir, nous ne célébrons pas seulement des survivants. Nous célébrons l'avenir. » La salle entière se leva, applaudissant à tout rompre. Ce fut un moment gravé dans l'histoire de l'État. Un moment où le courage d'un enfant, la ténacité d'un groupe de retraités et la loyauté d'un chien rappelèrent à tous que la lumière pouvait percer même les ténèbres les plus épaisses. De retour chez eux, tard ce soir-là, Mark observa Lily endormie contre Rex sur le canapé. Il resta un long moment à les contempler, son cœur gonflé d'une gratitude indicible. Puis il chuchota pour lui-même « Peu importe ce que la vie nous réserve, tant que nous sommes ensemble, rien ne pourra nous briser. » Quelques mois plus tard, l'affaire Silver Pines appartenait déjà au livre d'histoire. Mais pour Mark, Lily et Rex, la vie continuait simplement, loin des projecteurs. Les matins reprenaient un rythme apaisé. Petit déjeuner sur la terrasse, école pour Lily, promenade dans le parc pour Rex. Un dimanche, Margaret vint leur rendre visite. Assise dans le jardin, elle observait Lily jouer avec son chien. Son regard pétillait. « Tu sais, Mark, dit-elle doucement, j'ai longtemps cru que la vieillesse signifiait attendre la fin. Mais cette aventure m'a prouvé qu'on peut encore transmettre, protéger, éveiller. » Elle posa sa main ridée sur celle de Lily. « Et maintenant, c'est à vous de porter la lumière. » Le soleil se couchait, teintant le ciel de reflets d'or. Mark contempla sa fille, son chien fidèle à ses côtés, et cette vieille amie devenue famille. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit que le poids du passé s'était dissipé. Il n'y avait plus que l'avenir, solide, lumineux. Dans le silence du crépuscule, Rex leva la tête et aboya doucement, comme pour sceller une promesse de protection, de loyauté et d'amour, tant qu'il aurait la force de se tenir debout. Et c'est ainsi que s'acheva l'histoire de Silver Pines, non pas par des flammes ou des chaînes, mais par la renaissance d'une famille et la certitude que même dans l'obscurité la plus profonde, il existe toujours une lumière. L'été touchait à sa fin, et dans le jardin de leur nouvelle maison, Lily riait aux éclats en courant pieds nus dans l'herbe, poursuivie par Rex. Mark les regardait depuis le porche, une tasse de café à la main, savourant cette image simple et parfaite. Chaque éclat de rire de sa fille résonnait comme une victoire sur les ténèbres passées. Le club du mardi s'était reformé dans une bibliothèque municipale. Margaret et ses amis y accueillaient désormais des jeunes bénévoles. « Tant qu'on respire, on a le devoir d'observer », aimait-elle répéter. Lily, fascinée, demanda un jour « Est-ce que je peux rejoindre le club ?» Margaret sourit. « Bien sûr, tu en as déjà l'esprit. » Les mois passèrent, et l'affaire Silver Pines entra dans l'histoire. Des documentaires furent diffusés, des réformes votées, mais pour Mark, l'essentiel était ailleurs. Voir Lily retrouver son innocence, l'accompagner à l'école, partager des promenades avec Rex. Ce chien, malgré ses cicatrices, restait le protecteur infatigable de sa famille.
Un soir d'hiver, tandis qu'il décorait le sapin, Lily plaça l'étoile au sommet et déclara fièrement « Voilà, notre maison est protégée !» Marc sourit en regardant sa fille et son chien blottis ensemble devant la cheminée. « Oui, protégés par vous deux », murmura-t-il. Quelques semaines plus tard, il rendit visite à Margaret. Elle lui dit d'une voix douce « Les histoires comme la tienne rappellent que l'amour est plus fort que la peur. Continue de les raconter. » Marc hocha la tête. « Lily et Rex le feront, je le sais. » Au printemps, sur les rives de la Columbia, Lily et Rex couraient dans l'herbe, insouciants. Marc s'arrêta pour les contempler, une gratitude immense lui emplissant le cœur. Il pensa à tout ce qu'ils avaient traversé et murmura pour lui-même « Tant que nous sommes ensemble, rien ne pourra nous briser. » Et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit enfin en paix.